Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de la version longue, le podcast de la télévision du Sud-Ouest. Cette semaine, je reçois Guy Turcotte, qui est un porte-parole en fait pour le groupe citoyen SOS Fernand-Séguin, qui est un regroupement citoyen qui essaie de protéger le fameux corridor vert qui est de la bande de forêt Châteauguay-Léry. En fait, on va dans cet épisode-ci, on va faire en fait un survol un peu de l'historique des dernières années, ce qui s'est passé sur ce dossier-là. Et vous allez voir, c'est quelqu'un de vraiment passionnant qui, à un moment donné, il commence à m'expliquer comment fonctionne la biodiversité dans le coin, puis comment tout est relié, en fait, les plantes, les arbres et tout ça. Je trouve que c'est vraiment fascinant, vraiment important aussi à écouter. Alors, je vous souhaite une belle émission. Monsieur Turcotte, Guy, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Ça va bien, merci d'accepter mon invitation. Il me semble qu'on se parle de manière assez systémique ou de manière... Aux 2-3 ans. 2-3 ans, on se revoit. C'est ça, les combats reprennent toujours. Parce que je me disais, là, avec le premier confinement, là, on disait que on parlait plus d'environnement, il me semble tout était réglé, là, t'sais. Ouais. Non, c'était pas ça. On disait que là, on n'utilisait plus l'auto, fait que tout allait mieux, là. Ouais, on n'a pas besoin de gérer ça. Ouais, puis en fait, c'est ça, avec ce genre de nouvelles-là prennent le dessus sur tout, écrasent toutes les autres nouvelles, puis pendant ce temps-là, ben, il se passe des choses. Puis il y a peut-être même des fois où il y a des gens qui en profitent pour passer des choses. Oui, c'est ça. C'est pendant les finales, si jamais le Canadien se rendait en finale, c'est sûr qu'il y a des lois qui se passeraient, là, qui seraient adoptées pendant ce temps-là, c'est sûr. Oui, fait que là, juste peut-être pour remettre les gens au courant, là, parce qu'on joue pas juste à Châteauguay, là, on joue, peut-être qu'il y en a qui sont pas tant au courant. Là. Dans le fond, il y a un nouveau règlement, il n'est pas passé comme en étude, là, c'est ça le C'est un projet de règlement. Ouais, c'est le 215. 215. Avec la MRC Roussillon, c'est ça? Oui. Peut-être juste donner un petit résumé de qu'est-ce que c'est là, pour les gens qui ne seraient peut-être pas du coin ou qui n'ont pas... Ben, en fait, c'est ça. On a un corridor vert de Châteauguay-Léry. C'est un des derniers grands espaces verts qui reste dans le sud du Québec, puis sûrement dans la MRC de Roussillon. La MRC de Roussillon, c'est assez grand. Ça part de la prairie, puis ça va jusqu'à Ville-Léry, Châteauguay, Mercier, ça inclut tout ça. Puis il ne reste pas beaucoup de boisés, puis ça, c'est un boisé qui demeure. Puis actuellement, je pense que tout le monde est il prend de la valeur parce qu'il n'en reste pas beaucoup de boisés. Là. Il prend de la valeur pour les gens là, en termes d'écologie, en termes de besoins de grands espaces. Puis en plus, fait que depuis 2008, que nous, on se bat pour préserver ça, que ce soit reconnu, que ce soit préservé, que ce soit conservé, que ce soit mis en valeur aussi. Puis fait que depuis ce temps-là qu'on ne lâche pas là-dessus. Il y a eu différentes étapes. Là. La communauté métropolitaine de Montréal a adopté son plan métropolitain d'aménagement. C'est comme le grand plan pour toute la grande région de Montréal. C'est les 82 municipalités autour de Montréal, incluant Montréal. Ça, c'était quand? Juste c'est en 2010. 2010, en 2010, c'est ça. Ça fait que ça, déjà, ils ont reconnu dans ce plan métropolitain-là le bois de Châteauguay-Léry, le corridor vert, qui était déjà un petit peu reconnu parce qu'il y avait eu un premier essai en 2003. OK. Ça date depuis 2003. Dans l'histoire du bois de Châteauguay-Léry, dans le temps, il y avait eu de règlements de contrôle intérimaire qui reconnaissaient 31 bois d'intérêt dans la région de Montréal. Puis le bois de Châteauguay-Léry était déjà reconnu. Sauf que ça avait été adopté par la communauté métropolitaine de Montréal. Mais il y a, entre l'adoption puis la mise en vigueur, l'entrée en vigueur, ben, il y a eu un changement de gouvernement à Québec. Ce qui fait qu'il est resté sur une tablette, ce règlement de contrôle intérimaire-là. Fait que pendant de 2003 à 2010, il était comme dans les lignes, il flottait quelque part. Ah, ça, c'est terrible, pour vrai, l'espèce de bureaucratie quand même qui. Oui, bien, ça a permis à des spéculateurs d'acheter des terrains dans ce bois métropolitain-là. C'est ça. C'est ça l'affaire. C'est ça. C'est là que ça. Ça, faut pas l'oublier. C'est ça qui est un peu la pointe. C'est ça. C'est là que ça joue. Sur la valeur des terrains, on en reparlera plus longtemps. Oui, c'est ça. Puis. Mais là, en 2010, ils adoptent déjà le plan métropolitain d'aménagement. Mais ça découlait de quoi? En fait, c'était comme une volonté, je pense, pas du gouvernement, de faire des plans d'aménagement. On recule encore un peu. C'est ça, c'est que le gouvernement, en 2003, a adopté des grandes orientations gouvernementales en disant qu'il venait de signer l'accord pour la biodiversité.
un accord mondial dont je ne me rappelle plus le nom du village japonais. Là, c'est pas Kyoto, c'est l'autre en tout cas. Ouais, c'est l'autre. Ouais, c'est ça. Puisqu'on parle tant de Kyoto, mais. C'est ça, ça nous rentre dans la tête Kyoto. Puis non, c'est ça. Fait qu'il s'engageait là-dedans à préserver 17 du territoire en milieu naturel, à le mettre en protection. Ouais. Puis avec un objectif de se rendre jusqu'à 30, parce que les scientifiques ont démontré qu'il faut 30 de milieu naturel pour que ce milieu naturel-là conserve sa résilience, soit capable de survivre. OK. Puis d'être capable de préserver toute la biodiversité qu'il y a là-dedans. Parce que c'est des écosystèmes qui sont plus fragiles aussi. Ça serait le fun qu'on en parle un peu. C'est quoi des écosystèmes? On va c'est pas clair pour tout le monde encore. Ça, c'est vraiment pas clair. Puis, c'est ça. Fait qu'il y avait déjà ces grandes orientations-là. Suite à ça, la communauté métropolitaine adopte des premiers règlements qui reconnaissent des bois. Là. Bon, ça, c'est important. C'est une richesse écologique, il faut le garder. Fait qu'on bloque ça. Sauf que ça n'avait pas été bloqué vraiment dans le temps parce que c'était comme sur une tablette. Puis en 2010, quand ils ont adopté leur... Puis entre-temps, il y avait la ville de Châteauguay qui avait déjà un projet de développer ce boisé-là du côté de Châteauguay. Fait que là, on s'était mobilisés puis on avait bloqué ça. Puis là, le plan métropolitain d'aménagement est arrivé pour concrétiser le bois métropolitain, le corridor forestier de Châteauguay-Léry. Ouais, le fameux corridor vert, ce qu'on appelle. C'est cela, le corridor vert. Sauf que c'est des règlements qui laissent toujours des petites portes ouvertes en quelque part, tu sais, des portes entrouvertes. Là. Ouais. Fait que là-dedans, il y avait comme tous des critères pour la protection des milieux naturels, puis il y avait un critère qui s'appelle le 3.1.3. Quand même, on tombe dans le technique. Là. Mais ça, où il dompe à la responsabilité aux municipalités puis aux MRC, les municipalités régionales de comté, de déterminer c'est quoi les usages qui sont compatibles. Les usages, ça, c'est tu peux-tu construire, tu peux-tu faire de l'industriel, tu peux-tu faire du résidentiel, un étage, 2 étages, 3 étages. C'est ça, des usages. OK. Mettre un garage, tu as le droit ou tu n'as pas le droit. C'est ça, des usages dans une zone. Fait que c'est les municipalités puis les MRC qui décident, eux autres, qui doivent décider quels sont les usages qui sont compatibles à la protection. Habituellement, c'est pas bien compliqué. Ils appellent ça je cherche mon mot, là. Je pensais t'aider, mais... Ah oui, donc, là. En tout cas, tu peux aller faire du ski de fond là-dedans, tu peux aller observer des oiseaux, tu peux faire... C'est du récréatif extensif qu'ils appellent. Ils ont toujours des termes bien techniques. Récréatif extensif. Extensif, parce que l'intensif, là, ça peut être du skidoo, ça, là. Ça peut être tout ce qui s'appelle sportif, ça peut être un aréna, ça peut être des trucs comme ça. OK, c'est ça, c'est ça, un terrain de football devient... L'extensif, c'est tu ne touches pas à la nature, tu as un minimum, tu fais un petit trail, puis tu dis aux gens de rester dans le sentier, puis c'est ça. Parce qu'il y a quand même le fun, parce qu'on veut quand même... Ça permet d'en profiter de la forêt, mais de manière voilà, fait que la là, plus saine possible. On est quand même pas pire, tu sais. Quand même, c'est un usage... il faut que ça soit compatible à la protection. Fait qu'on s'est dit, on a un petit quelque chose là. Fait qu'on on se pensait quand même pas si mal. Sauf qu'il y a eu encore récemment des attaques. Fait que là, suite à l'adoption je continue toujours dans l'échelle des temps, là, dans l'échéancier. Après ça, il y a les MRC se devaient de modifier leur schéma d'aménagement. Ouais. Au niveau de la région, ça s'appelle un schéma d'aménagement. C'est toute la série de réglementations. Eux autres, c'est pas des usages, c'est des aires d'affectation. OK. Fait que là, il y a des affectations. Il y a affectation, conservation. Ça, ce qui appartenait déjà à la ville de Châteauguay, comme le petit parc Fernand-Seguin. Ouais. 42 hectares. Ça, ils l'ont mis ça, conservation. Après ça, il y avait l'île Saint-Bernard qui appartenait à... Les Sœurs Grises avant. Dans le temps, même pas la section des Sœurs Grises, mais plutôt la section qui appartenait à pas conservation de la nature, mais à Canard illimité. Le truc de la faune du Québec, là. Ouais. C'est ça. À ce gang-là. Ça, ils ont mis ça en conservation, mais tout le reste, ils l'ont mis en conservation viable. Parce que là, ils sont sur des terrains privés. Fait que là, ils viennent de jouer dans l'expropriation déguisée. On a-tu le droit de leur interdire? On n'a pas le droit de leur interdire. Puis tout le droit sur l'expropriation, le droit sur le droit des villes à dire que c'est en conservation, tu ne touches pas, tu le gardes comme ça. C'est toute une section du droit qui est actuellement en train de se reconstruire parce que la loi, elle se construit à partir de ce qui se décide en cours, finalement. Ouais. De tout ce qui a déjà été décidé. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de décisions qui se prennent en faveur de la conservation récemment, mais c'est comme toujours à chaque fois du cas par cas. Okay. À chaque fois, il y a beaucoup de villes. Chaque ville décide, ça, on va mettre ça en conservation, tu ne touches pas. Immédiatement, le promoteur s'en va en cours. La plupart du temps, c'est la ville qui gagne.
la plupart du temps. Ouais. Sauf que des fois, les règlements sont mal écrits, le promoteur peut gagner, mais il y a beaucoup de jurisprudence qui donne la victoire aux villes puis à la conservation. Mais ça, c'est encourageant. Ça, c'est très encourageant, sauf que des villes comme Léry, qui sont 2000 habitants, ils n'ont pas les moyens. Qui se font poursuivre par des promoteurs qui sont beaucoup plus gros que ces villes-là, en termes de chiffre d'affaires et en termes d'importance financière. Ils décident de poursuivre la ville de Léry pour, par exemple, ils le font peur avec un gros montant de 44 millions. Fait que ça fragilise un peu la ville, puis ça fragilise un peu la capacité des villes à adopter ces règlements-là. Fait que là, on revient à la MRC. La MRC adopte quelque chose d'un peu plus safe, conservation viable. Vous aurez le droit d'en développer un petit bout, mais c'est pas sûr que vous allez pouvoir y aller parce que c'est peut-être pas aussi payant que vous pensez, quelque chose comme ça. Fait qu'on joue dans ces espèces d'équilibre-là, là, ou de jeu d'équilibre. Mais ça, c'est comme si tu prends... En fait, c'est la fonction pas prendre de décision. C'est dire, exactement. Vous pouvez, mais pas tant, mais on ne sait pas. On le sait pas. C'est exactement ça. C'est un jeu d'équilibre comme ça, qui n'est pas évident. Fait qu'on jouait avec... Ils ont adopté une réglementation là, comme ça, de jeu d'équilibre. Les villes ont adopté des réglementations qui suivaient, qui se rendaient conformes à ça parce qu'ils sont obligés. Ils ont adopté ces règlements de jeu d'équilibre-là. Puis là, il y a des entre-temps, il y a l'année passée, entre autres, il y a la ville de Châteauguay qui, elle, s'est dit, on va foncer là-dedans. Ils ont fait une première tentative d'aller modifier le règlement à la MRC. Levée de bouclier des citoyens, ça a pas... ils se sont dit, on va s'asseoir, on va retirer notre règlement. Ils ont retiré leur règlement. Cette année, au mois de juin, grosse surprise, quelqu'un m'appelle, « Hey, t'as pas écouté la MRC hier? » Ben non, j'avais regardé l'heure du jour, puis il n'y avait pas rien pour nous autres là-dedans. Là. Ils ne parlaient pas de ça. Ouais, ils ont ajouté beaucoup de points à l'heure du jour. Le jour... à cause de la pandémie, il n'y a plus les séances du conseil ne sont pas en direct, puis il n'y a pas de monde. Ils ne sont pas en direct, ils sont diffusés sur le web, mais pas en direct non plus, ils sont diffusés il n'y a même pas de direct. C'est même pas direct, là, c'est diffusé en différé. Wow. Puis quand c'est différent, puis l'ordre du jour officiel, il va être rendu public juste un mois plus tard, lors de l'adoption du procès-verbal de la réunion précédente. Fait qu'il aurait gagné comme un mois. Fait que là, c'est quelqu'un qui l'avait regardé la séance, où je n'avais pas regardé pantoute, là. Il faisait beau, ce là en plus. Ouais. En juin, on commençait à déconfiner. Puis je dis, c'est ça, ils ont déposé un projet de règlement. C'est un avis de motion qu'ils appellent ça. Ils ont déposé le projet de règlement. Bien là, tu ne peux pas avoir accès au projet de règlement tant qu'ils n'ont pas adopté, quand ils n'ont pas adopté en première lecture le projet de règlement. Fait que là, ils viennent de gagner un mois. Pendant un mois de temps, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de règlement-là. On sait que ça touche le corridor vert de Châteauguay-Léry. Fait qu'on est sur le nerf. Un mois de temps. Fait que là, le mois d'après, on regarde encore. On a quand même, nous autres, levé le flag. On a sur les réseaux sociaux, nos infolettes, puis tout ça. On dit non, mais il faut surveiller. Ils ont adopté un règlement. C'est-à-dire, ils ont déposé un règlement qui touche les conditions de la conservation dans le corridor vert. Fait qu'on vous tient au courant. Tenez-vous prêts. Fait que là, il fallait quand même attendre un mois pour savoir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Fait que là, un mois plus tard, on regarde encore l'autre jour qui paraît la journée même ou presque, là. C'est correct, ils ont décidé d'attendre un autre mois, peut-être à cause de la pandémie. Ils savent qu'on n'est pas là, puis c'est des conditions difficiles pour les citoyens, pour les consultations publiques. Ben non, encore une fois, ils ont ajouté un point à l'autre jour. C'est ça, fait que quand la séance est devenue, la diffusion est devenue publique, quelques jours plus tard, là, on l'a regardé et on a bien vu qu'il avait adopté le projet de règlement. Puis là, on a vu que le maire de Léry s'était prononcé contre le projet de règlement. Je dis, hey, le principal intéressé est contre. Voyons donc. Fait que là, on a eu accès à ce projet de règlement-là. Finalement, on a pu le lire, l'étudier. OK, ça a sorti là à ce moment-là. Oui. Et puis ça contient quoi exactement? En fait, c'est quoi le... Ça dépend. Puis c'est des articles qui viennent modifier des paragraphes dans des articles déjà existants. Là. Fait qu'il faut... OK. On joue dans 2 grosses piles de documents. Puis, fait que, heureusement, on commence depuis 2008, on commence à être habitué là-dedans. Tu commences à être pas pire. Oui, c'est ça. Tous les mots prennent des définitions différentes. Ils ont des linguistes, c'est très créatif, les urbanistes. Ils sont vraiment forts. Là. Des mots que tu penses que ça veut dire quelque chose. Ben non, en urbanisme, ça veut dire autre chose. Tu sais, déjà, conservation viable. Conservation viable. C'est ça, les gens s'étaient fait prendre, là. La conservation, c'est correct. La conservation est viable. Ben oui, mais non, c'est pas ça qui est viable. Il y a comme un slash ou un... comme c'est deux séparés. C'est ça.
beaucoup d'entre nous avons lu du George Orwell, puis du 1984. 2 plus 2 égale 5. Oui, puis la novlangue. La novlangue, c'est ça. C'est ça. Le ministère de la paix, c'est le ministère de la guerre. Là. Finalement, c'est ça. Voilà. Ils font la guerre. C'est les mots ont des doubles sens, puis c'est souvent ça en urbanisme. C'est malheureusement ça. Fait qu'il joue beaucoup là-dessus. Fait qu'il fallait démêler ça, puis on a démêlé ça. Ça a pris quelques temps, puis on est allé fouiller, puis on est allé confirmer avec des urbanistes aussi pour être bien sûr de notre affaire. Puis finalement, c'est une ouverture au développement. Là. Dans un premier temps, la MRC est responsable de leur schéma d'aménagement. Puis quand les promoteurs, les spéculateurs ont poursuivi, par exemple, la ville de Léry, ils poursuivaient aussi la MRC. OK, ouais. Voilà. Parce que ça découlait du schéma. Ils sont co-responsables aussi. Oui, c'est ça. Fait que là, ce projet de règlement-là fait que la MRC ouvre la machine au développement, donne quelques outils aux municipalités pour, si jamais vous voulez ralentir le développement, vous pouvez toujours utiliser ces outils-là, d'outils urbanistiques, d'outils réglementaires. Vous pouvez, par exemple, ajouter des contraintes, tout ça. Sauf que si vous faites poursuivre, c'est vous autres qui vous faites poursuivre, c'est pas nous autres. Autrement dit, ils sont en train de se déresponsabiliser de ça, de la conservation du corridor vert de Châteauguay-Léry. OK. Puis c'est un peu fâchant parce que quand tu es une MRC, c'est toi qui es supposé avoir la vision régionale de l'aménagement. Ouais. L'aménagement, c'est pas juste de développer de tes pieds carrés, là. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. C'est de développer c'est où tu mets ton industrie, comment tu organises ton transport, c'est quoi tes loisirs, c'est quoi tes milieux naturels, ton 17 % que tu dois préserver ou ton 30 % où c'est que tu le mets, ta zone agricole, tu vas la préserver comment, c'est la bonne zone agricole, puis d'essayer de coordonner tout ça pour que ça soit un milieu viable et pour la nature et pour les espèces, dont l'espèce humaine. Ouais. Ça, c'est leur job, la vision régionale. Puis les municipalités, eux autres, là, c'est d'organiser la vie dans leur municipalité. À peu près tous les nouveaux quartiers qui se dessinent par des urbanistes au Québec, là, dans ces nouveaux quartiers-là, là, au Québec, au complet, là, il n'y a à peu près jamais une école, puis à peu près jamais un parc pour les enfants. Ça me fait capoter. Un urbaniste qui est là pour organiser la vie dans un quartier, puis on parle de milieu de vie, on appelle ça des éco-centres, des quartiers éco-responsables, blablabla. Il n'y a même pas une école pour les enfants. Non, je sais. Puis moi, ça me fait un peu capoter. On dirait qu'on recrée tout le temps l'espèce de rêve des années 50, là, de la banlieue. C'était mieux, la banlieue. Moi, j'habite dans un quartier de 1960. Dans mon quartier, on a 3 parcs, une école, 2 églises, puis des magasins. Mais je parlais de l'idée d'étendre des maisons dans un tas, puis que justement, on ne réfléchisse pas à. On réfléchit de moins en moins à ça. Je sais que Nathalie Simon, à l'époque, elle m'avait dit quand elle était à rentrée, il y avait le premier journée qui est rentré, les citoyens sont avec une pétition, faire comme on voulait un parc dans notre coin, mais je suis comme mais c'est déjà développé. Tu veux que je fasse quoi? Que je rase des maisons? C'est ça. Qu'on rajoute des maisons pour faire un parc dans. Tu sais, moi, ça me rentre pas dans la tête que justement, il n'y a pas. Qu'on ne crée pas un quartier avec une bulle, tu sais, d'une certaine façon. Puis, parce que, tu sais, moi, j'habite à Montréal, à Verdun, puis c'est, tu sais, l'idée de, je sors de chez nous, il y a un café, j'ai le bord de l'eau, tu sais, bon, OK, c'est la ville. J'ai des parcs, puis il y a quelque chose, tu sais, c'est pas parfait, mais quand j'arrive ici à Châteauguay, puis là, tu vois des grosses étendues juste de maison, tu fais comme, mais il y a où le dépanneur? Tu sais, il n'y a pas de petit café, il n'y a pas de vie. C'est ça. Dans ce coin-là, il n'y a pas un parc qui attire les gens d'aller dehors, de juste profiter de dehors. Alors, c'est pathétique. Je sais de quel quartier elle parlait. Là. C'est un quartier récemment créé. Puis c'est un quartier où c'est toutes des jeunes familles. Il y a beaucoup d'enfants. Là. Il y a de la marmoille là-dedans. C'est hallucinant. C'est de toute beauté de voir ça, sauf qu'ils jouent dans la rue. Il faut jouer dans la rue. Puis, vu que les maisons sont tassées, les devants de maison sont petits, les maisons sont près, fait que les entrées d'auto sont pas bien grandes. Fait qu'en plus, toutes les entrées d'auto sont toutes complètes. Tu peux pas jouer au hockey dans un driveway, comme dans le bon vieux temps. Avec la porte de garage, faut pas avoir besoin de courir à la balle. C'est ça. Mais tu peux même pas faire ça parce qu'il y a déjà plein d'autos. Puis dans la rue, il y a plein d'autos aussi. Fait qu'il reste juste du passage pour une auto. Fait que tu peux pas jouer là. Puis ils jouent là. Puis souvent, c'est pas des joueurs de hockey, c'est des joueurs de soccer. Fait que ça joue au foot dans la rue, là. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de parc. Il n'y a pas de parc. Non, c'est ça. Ça puis en plein, à Châteauguay, ils sont en train ils ont déposé un projet de règlement pour modifier toutes les réglementations pour créer un nouveau quartier, 300 maisons. OK.
dans un quartier où les égouts ne se rendent même pas encore, là, tu sais, que ça va nous coûter une fortune, ça amener ça là. Puis en plus, nos égouts, c'est un autre beau débat pour passer un petit 5 minutes là-dessus. Ouais. C'est un beau débat. Juste, je vous une parenthèse, l'année passée, c'est plus de 760 débordements à Châteauguay. Quand même. Dans un an. 760 débordements. Autrement dit, ça, ça ne fournit plus, là. Tout ce qui se passe dans la toilette, là, ça s'en va direct dans la rivière Châteauguay. Là. 760 fois. Ah ouais. Puis on continue à ajouter toujours des logements. On rajoute des toilettes. Toujours. Je pensais qu'il y avait juste à Montréal qui avait déversé, là. Montréal a une meilleure performance que Châteauguay. Oui, c'est ça. En proportion, c'est sûr. Ah ouais, non, ça c'est clair. Non, mais quand il a fallu qu'ils ferment pour les rénaux, tout le monde, ben là, il n'y a aucune ville qui a backé en disant, ben non, mais ils n'ont pas le choix. Puis... Non, ils se gardaient un petit gêne quand même. Ils se gardaient un petit gêne. Parce qu'ils doivent faire des rapports. Là. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Ah là 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 là. Fait que ce nouveau quartier-là, c'est 300 maisons, 1000 personnes, au minimum 300 enfants. Ils ont préservé un parc. Pour l'instant, sur le plan, ça se peut que ça change. Pour l'instant, il y a un petit parc, 4800 pieds carrés. C'est plus petit que le terrain de mon bungalow chez nous. Là, okay. Là la question, est-ce qu'ils vont mettre beaucoup d'étages pour mettre les 300 enfants? Ah oui, mais... Plus jouer, là, je ne sais pas. Ouais, Puis il n'y a pas de parc dans le quartier contigu, là, dans le quartier à côté, il n'y en a pas de parc là, dans ce quartier-là. Ah oui, mais ils veulent en faire un dans le bois. Là. On va raser, on va faire un truc de soccer puis des affaires, ça va être le fun. Non, c'est le bois qui est rase pour faire le quartier. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est le bois qui est rasé pour faire ce quartier-là. C'est ça. Okay. Puis souvent, dans la plupart des villes aussi, où ils construisent des quartiers comme ça, pas d'école, pas de parc, fait que là, ça prend quand même une école. La commission scolaire dit non, mais les écoles débordent, là, il faut faire quelque chose. Là. Des familles et des enfants. C'est ça, parce qu'il y a des écoles déjà. On a plein d'écoles à 600 élèves à Châteauguay. Oui, c'est trop, là. C'est gros, là. Ouais. À Mercier, à un moment donné, il va se ramasser avec une école de 900 élèves. Ça prend. C'est un petit bout de 4 ans. Il commence à l'après-maternelle 4 ans, là, tu t'en vas le mener dans une usine de 900 enfants. Ouais, tu passes chez un technicien, tu lui fais poser une puce pour être sûr de ne pas le perdre. Ouais, c'est ça. Tu suis sur ton GPS. Là, il vient de sortir de l'école. Tout le monde a un cellulaire à cette heure. Tu lui mets un cellulaire dans les poches, tu le suis. C'est ça, tu peux le suivre. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça, c'est inquiétant de la façon dont on cuit. Fait qu'au niveau régional, il y a la volonté, la vision de l'aménagement n'est pas tellement là, malheureusement. Ouais. Mais, tu sais, puis je dis pas ça pour défendre les villes, mais, tu sais, quand moi je regarde ça un peu l'extérieur, tu fais comme, bon, le gouvernement qui donne des grandes orientations, que ça tombe à CMM, que ça tombe à MRC, puis ça tombe dans la cour des villes. Ouais. Mais ça reste que, bon, OK, on veut conserver, il faut racheter des fois des terres, mais déjà, les villes, de la manière que c'est fait, tu sais, il faut repenser tout le financement dans ma tête des villes. Ouais. Parce que là, tout marche sur les taxes foncières. Fait que l'idée, c'est tout le temps le vieux modèle de il faut construire pour avoir plus d'argent. Ouais, mais c'est. Je sais pas, mais c'est ma réflexion. Mais c'est une perception qui est assez courante. Là. Les villes doivent construire pour avoir des nouvelles taxes. Sauf qu'ils ne font jamais le calcul combien ça coûte de construire. Ouais, Je parlais d'un nouveau quartier, des 300 égouts, maisons. Les égouts qui se rendent pas. Le réseau d'égouts de Châteauguay, même s'il y avait un tuyau qui se rendait là, à l'autre bout, ça ne fournit pas. Là. Ça ne fournit pas, ça s'en va direct dans la rivière. Puis ce qui ne s'en va pas dans la rivière, ça s'en va à l'usine de traitement des eaux usées. Puis je ne suis pas sûr qu'elle la fournit déjà. Là, Fait que, il y a tout le sous-dimensionnement, premièrement, des tuyaux. Sous-dimensionner le tuyau, autrement dit, tu arraches l'asphalte, tu arraches la garnotte, tu vas creuser, tu ressors ton tuyau, t'en mets un plus gros. Là. Ça coûte cher, ça. Là. Ça coûte très, 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 très cher. Puis rendu à l'autre bout, ces tuyaux-là s'en vont à une station de pompage, comme la station Saint-Eugène à Châteauguay, que tout le monde dit que ça sent pas bon. C'est sûr. Ça fait 20 ans qu'on rajoute des maisons, qu'on rajoute des toilettes, toujours sur la même pompe. Ouais, c'est sûr que ça ne fournit plus. C'est clair, officiel. Puis là, on est en train de développer un nouveau quartier là, près de ce qui est l'ancien Zellers, 575 nouvelles toilettes. Là. Plus le quartier, puis c'est ça. Fait qu'on rajoute tout le temps, fait que ça ne fournit pas. Sauf que pour surdimensionner, puis additionner les capacités de traitement de ces eaux-là, puis la même chose, la capacité de production de l'eau potable, bien, ça coûte cher. Sauf qu'il y a très peu de villes qui vont dire, toi, tu t'en viens chez nous, tu as un projet de 300 maisons pour te fournir en eau, puis pour traiter tes eaux usées, bien, ça va nous coûter 15 millions. Tu nous fais un chèque de 15 millions pour te donner ton permis de conduire. De construire, oui. C'est ça. Il y a la ville de Léry qui fait ça. Ouais. Une des rares. Quand l'équipe actuelle est arrivée au pouvoir, ils ont fait faire une étude.
Actuellement, il y a 500 maisons 1000 maisons desservies. De 1000 personnes de desservies, 500 maisons. Ça nous a coûté tant. Ils ont fait faire une étude à chaque 250 maisons ou presque, là. Chaque tranche de maison, combien ça coûte? Il faut ajouter un étang aéré, il faut surdimensionner l'émissaire, passer tant de maisons, il faut prendre l'émissaire, il faut traverser les îles de la Paix pour l'amener dans plus de courant, pour plus de dissolution, blablabla, bla, 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 tout ça. Fait que quand il y a un promoteur qui se présente à l'ERI, puis là, il se dit, bon, toi, tu me fais un chèque de 5 millions, puis on va te laisser ton permis de conduire. Les gars, c'est comme ça. Ah oui. Parce qu'actuellement, c'est les citoyens qui sont déjà là, qui ont payé pour leur système, qui vont payer pour le système du nouveau qui va être là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est injuste, là. C'est injuste. Non, c'est ça. Mais en fait, je les défendais pas, mais je me disais aussi, tu sais, si on... Parce qu'on parle beaucoup de revoir le financement des villes pour... Oui. Parce que justement, les villes sont comme pognées dans cette roue-là, de cette vieille façon de penser. Mais je me disais, puis moi, je ne suis pas un expert de ça, mais c'est que s'il y avait moins de pression de ce côté-là, il serait peut-être moins enclin à vouloir développer tout le temps. Tu sais, pas ça. La pression ne vient pas de là, je pense. J'essayais d'être... C'est tellement gros, là. 300 maisons, c'est une affaire de 90 millions, là. Pas besoin d'avoir vu toute la commission Charbonneau complet pour savoir comment ça se calcule 1%. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça la pression. Heureusement, c'est pas tous les maires qui jouent dedans. Oui, c'est ça. Mais voilà. Fait que là, c'est ça. Fait que là, vous êtes en train de vous réorganiser. Oui, c'est ça. Malgré le confinement, malgré toutes les contraintes de la COVID, il y a quand même une consultation publique. Ils sont obligés de par la loi. Fait que c'est ça. Nous, on profite de ça pour expliquer le dossier, qui est quand même complexe. Expliquer c'est quoi les projets de développement, c'est quoi. Ils proposent 2 approches là-dedans. C'est quoi ces 2 approches-là? C'est quoi que ça implique? Ça vient d'où, ces idées de ce type de développement-là? Puis après ça, si jamais ils développent, quels seront les impacts sur le corridor vert, sur la biodiversité, puis sur les écosystèmes qui sont là? Ouais. Donc là, il fallait documenter ça. Il fallait documenter les 2 approches aussi, 2 approches urbanistiques qui étaient proposées, là. Mais on peut peut-être rentrer là-dedans, justement. Tu parlais d'écosystèmes, biodiversité. Ouais. Pourquoi c'est important de... L'affaire, je sais la réponse, là. Mais après, c'est important de justement pas raser toute la forêt, parce que des fois, ils disent, on va juste couper un bout. C'est ça. Puis ça va être correct, là. Il va en rester. Ouais. Oui, c'est ça. Puis le pire, c'est que c'est le bout le plus complexe à expliquer. Les gens pensent que, tu sais, quand tu calcules, les gens qui font de la géomatique, ils regardent, là, calculent c'est quoi le couvert forestier. Quand ça arrive au-dessus du parc La Fontaine, mais ils disent, ben là, c'est un couvert forestier, c'est beau. Sauf que ça n'a pas de richesse de biodiversité. C'est pas un écosystème qui va s'auto... Qui a de la résilience, c'est pas un système qui va s'auto comment se dirait réguler puis qui va s'arranger pour vivre tout le temps. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que c'est important d'avoir des arbres. Surtout dans la ville. Parce que, toutes les strates sont importantes. Ouais, là. Puis la plus importante, c'est celle qu'on ne voit pas, c'est celle qui est sous terre, c'est ça. Ouais. Puis des fois, je donne l'exemple justement à ici. Ça. On en parlait avant de... On parlait de cette petite fleur-là ici, qui est de rien du tout. Ça s'appelle l'érythrone d'Amérique. Okay. Petite fleur jaune comme ça. Une petite fleur jaune qu'on a dans nos érablières ici, là. Puis que malheureusement, on voit juste 2 semaines par année. OK. Mais... elle n'est pas là pour rien. C'est un petit miracle, puis c'est utile. Tu sais, c'est ce qui va participer à l'auto-fertilisation du milieu qui fait que ça va continuer à vivre. Je prends 5 minutes pour expliquer cette histoire-là. On a le temps. Bon. C'est ça le bonheur d'un podcast. On a le temps de jaser. OK. Fin avril. Ouais. C'est la fin de l'hiver. Le temps commence à se réchauffer. Il n'y a pas de feuilles dans les arbres encore. Fait que le soleil chauffe le sol. Ouais. Rendu à une certaine température, c'est tout ce que tu vois au sol. En plus, tout ce que tu vois au sol, c'est les feuilles mortes de l'automne précédent. Celles des années avant sont déjà toutes compostées. Ouais, fait que tout ce que tu vois, c'est du brun, de l'ocre, du beige, des trucs comme ça, des belles couleurs comme ça. C'est brun, c'est drabe.
puis des petites branches, des repousses. De temps en temps, une petite mousse quand même, ou une petite fougère qui a survécu, là, c'est ça. Puis, fait qu'il n'y a pas rien. Là, tout d'un coup, le soleil chauffe, puis dans le sol, il y a ces petits, les rhizomes, je sais pas si c'est pas des petits bulles, mais c'est comme des petits bulles là, qui sont dans le sol. Eux autres, rendus à une certaine température, ils envoient un signal chimique à le petit copain qui s'appelle les champignons mycorhiziens arbusculaires. OK. Eux autres, ils se réveillent. Eux autres, le job, là, c'est d'aller chercher les nutriments qui sont dans le sol, qui ont été transformés déjà par la microfaune, les vers, les insectes, tous ces autres qui bouffent les feuilles. Ils transforment ça en un autre type de matière. Eux autres prennent ce type de matière-là, puis ils la rendent comestible, bouffable, là, par la plante qui s'appelle cette petite fleur-là. En l'espace de 2 semaines, ils vont développer des racines. Ah ouais. Tout de suite après, une tige, des feuilles, une fleur. Fleur-là, qui va être là, elle, pour les pollinisateurs. Les bourdons qui sont là les premiers. Les abeilles arrivent plus tard. Eux autres, c'est frileux pas mal, les abeilles. Mais il y a plein de petits pollinisateurs qui sont là de bonne heure. Fait qu'eux autres, ils vont s'occuper de polliniser toutes les plantes qu'il y a dans le sous-bois. Fait que eux autres, ça pousse. Ça dure 1 semaine ou 2, ça, maximum. Fait que tu te promènes dans la forêt, là, c'est tout un tapis jaune. Ah ouais. Tu reviens la semaine d'après, il n'est plus là, le tapis jaune. Il reste juste des feuilles. Les fleurs sont toutes disparues. Puis là, c'est les traits blancs qui sont là, qui ont pris la place. Okay. Mais eux autres, là, les feuilles, la semaine d'après, ont commencé à se liquéfier. Okay. Et comme par hasard, la job qu'ils ont faite, ces feuilles-là, là, c'est des champions capteurs d'azote dans l'air. Okay. Fait qu'ils prennent cet azote-là, puis ils vont le donner au sol pour que toute la végétation autour puisse en profiter, que les arbres continuent à grandir. C'est ça, c'est tout est lié, tout le monde travaille pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Puis c'est ce qui fait qu'une forêt, tu n'as pas besoin de rajouter du fertilisant, c'est auto-fertile. Mais c'est ça qui est fait que là, si tu ratisses cette forêt-là, là, tu prends tes 30 chevreuils qui sont dans la grande forêt, puis tu les ramènes dans ce place-là. En l'espace de 2 ans, ils vont toutes les bouffer, ces affaires-là. Oui, il y aura plus. C'est ça. Les rhizomes n'arriveront pas à survivre. Puis pourtant, ils sont là depuis des centaines d'années. Les mêmes rhizomes dans le sol. OK. Qui ressortent. Parce que 2 semaines après, les fleurs se sont liquéfiées, mais il reste toujours le rhizome. Lui, il va tomber en dormant. Il va faire un petit peu de racines pour survivre. Tant, là. Puis après ça, il tombe en dormant jusqu'au printemps prochain. Fait que lui, il est là comme... la même chose. Passe 1 semaine ou 2, puis clac. Puis ça, en fond, lui, il part le printemps. Dans notre forêt, là, ça ici, c'est le guide des fleurs printanières du Québec. Là. Tout ce qui fleurit au printemps dans les bois, là, c'est ça ici. On a toutes ces fleurs-là ici. OK. Qu'on a ici. Okay. Ce qui fait que notre forêt, là, c'est une des plus riches du sud du Québec en biodiversité. OK. Puis ça ici, c'est le guide des plantes rares, là, les plantes rares du Québec. Toute la liste au complet de toutes les plantes rares. Ça aussi, c'est toutes celles où il y a des post-it, là, c'est toutes celles qu'on a. Ça, c'est mon guide de terrain qui commence à être magané. Là, je l'ai montré à tout le monde. Là. Mais c'est toutes les plantes rares qu'on a ici. Là. OK. Puis certaines plantes là, qui poussent juste ici, à Châteauguay. Oui, c'est ça. Tu me disais, mais là, puis ça, c'est lequel des deux qui était fait? Tu me disais, avant qu'on commence, là, il y avait un spécialiste. Celui-là ici, oui. C'est lui, peut-être le nommer, tu m'as dit. Sabourin. Monsieur Sabourin, c'est ça. C'est le spécialiste des plantes de la botanique au Québec, là, des spécialistes. Okay. On a eu Marie-Victorin, là. Oui, c'est ça. Puis des plantes rares, là, puis pour faire des inventaires, c'est lui, là, l'homme moderne. Là, c'est ça. Puis tu me disais, puis là, je t'avais dit, tu n'as pas me raconter l'anecdote, mais t'es allé avec lui ici. Ah, t'es allé avec lui, puis je suis allé avec d'autres botanistes aussi, des gens, Michel Leboeuf, qui est un autre biologiste qui a travaillé, qui a écrit beaucoup de livres sur les plantes au Québec, là, sur la forêt, sur les écosystèmes, sur la fragmentation, puis tout ça, puis qui en ont vu d'autres. Là. Tu leur présentes ça, puis souvent, ils ont vu une plante, ils en ont vu quelques-unes. Ils appellent ça une occurrence, ces autres-là. Okay. Ils en ont vu quelques-unes, là, tu sais, de celles-là. Non, mais à un moment donné, tu regardes, nous autres, on appelle ça une talle, les autres appellent ça un parterre. On a des termes techniques pour tout, là. On n'est pas tellement scientifique. Non, c'est ça. Fait que là, tu montes ça, là, il faut, la mâchoire lui tombe à terre. Ben, voyons donc. Il y en a un parterre, c'est des dicentres à capuchon, là. C'est une plante qui est magnifique. Il y a une autre plante éphémère qui va être là juste 2 semaines. Qui est celle que tu m'as montrée avant qu'on Oui, c'est une super belle plante. Blanche. Oui. Un peu. Une forme extraordinaire. Là, c'est vraiment. C'est à voir vraiment beaucoup. Puis, on en a un parterre qui est grand comme 4 à 5 fois. Là, ça, c'est juste un des parterres qui est grand comme 4 à 5 fois la salle qui est ici. Là. OK. On en a beaucoup. Sauf que on parlait de rapetisser puis de fragmenter. À partir tu commences à réduire ta forêt. Ben là, si le cœur est moins grand, il y a des choses qui vivent dans le cœur de la forêt et qui ne vivent pas ailleurs. Là. Okay, je pense à des oiseaux, comment ils s'appellent, donc
Au printemps, j'essaie tout rendu. Ouais, c'est ça. On est dans d'autres dossiers. D'autres dossiers, c'est pas grave. J'aimerais t'aider, mais je connais pas tant les oiseaux à part les mouettes, les pinsons. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a des oiseaux qui vivent au cœur de la forêt. Puis eux autres, là, s'il n'y a pas 100 hectares ou 200 hectares de cœur de forêt, ben, ils n'arrivent pas à survivre, ils n'arrivent pas à se reproduire, ils n'arrivent pas à nicher comme il faut parce que leurs nids vont être occupés par d'autres. Par d'autres, oui, c'est ça. Qui vont se faire parasiter par d'autres, c'est ça. Ouais. Mais juste, tu sais, comment t'expliquais tantôt, juste la fleur jaune, là, puis comme l'importance, là, tu sais, je t'écoutais, puis je mais c'est tellement fascinant. Tu sais, c'est comme on s'en fait pas ou, tu sais, très, très peu, mais des fois, de se faire rappeler de comme ça, l'espèce de plante qui sert à faire, tu sais, comme qui aide l'autre, puis qui part. Oui, comment ça lisse, c'est ça qu'ils appellent les biologistes, c'est ça. Tout le monde aide tout le monde là-dedans. Mais même les arbres, entre eux autres, dans le temps, en foresterie, les gens coupaient les grands arbres, les plus grands, les plus vieux. À cette heure, on préserve les plus vieux, puis on prend la génération après, parce que les plus vieux, ben, ils sont connectés, c'est plus jeunes. Puis par les racines, ils leur fournissent des éléments nutritifs. Okay. Ils vont croître plus vite, parce que le vieux, il est là. Ah ouais. Ah oui, ils sont connectés. C'est vraiment incroyable. Ils ont toujours besoin du vieux sage. Exactement. En vieillissant, c'est ce que j'essaie de me faire croire. Ouais, c'est ça. Je me raconte ça, puis je me dis, on a besoin de nous. La société a besoin de nous. Ben, c'est vrai, les sociétés solides qui sont stables, ben, c'est ça, il y a toujours l'espèce de respect du sage. Ben, t'es vu, on n'est pas tous sages des fois. Là, non, mais c'est l'image romancée. Là. On dit sage, là, mais tu sais, je veux dire, l'espèce de profiter de la connaissance, de l'expérience. Ouais. Pas oublier l'histoire. Les leçons de l'histoire. Ça, on oublie beaucoup l'histoire. Ben oui. De plus en plus, on dirait on accélère le rythme, puis on est très dans le... On n'a plus tant de recul des fois. Vite, tu dis? Ça va vite. Fait qu'on rapetisse les forêts. Là, les 30 chevreuils qui s'en viennent, ils bouffent ça. Fait que là, on a enlevé un des éléments d'autofertilité, d'autofertilisation de cette forêt-là. Fait que cette forêt-là devient plus fragile en quelque part. Fait que là, c'est un des éléments de fragiliser. Après ça, on parlait de fragmentation. À partir du moment où tu viens fragmenter, là, tu crées des brèches. Oui, c'est ça. Fait que là, tu vas changer la lumière. Tu vas changer, tu vas permettre à d'autres variétés de venir se faufiler là-dedans. Puis si tu mets une maison, le gars va mettre du gazon. C'est avec le gazon, qu'est-ce qui vient avec du gazon? Des pissenlits. Les pissenlits, ça vient pas du Québec, ça, là. Non, ça vient... Non, c'est importé d'Europe. Ça vient d'Europe. Oui, ça a des variétés... premièrement, c'est comestible. Puis deuxièmement, ça a quand même des propriétés médicinales, en plus. Oui, il y a plein de choses qui ont été apportées par les Européens. Les vers de terre. Ouais. Il n'y en avait pas de vers de terre en Amérique du Nord. Ouais. Les colons n'ont apporté d'Europe, c'est là. Puis là, c'est un problème parce que ici, en agriculture, ils ont déplacé toute la microfaune. Ils ont fait leur place dans la microfaune. Ils ont tassé bien du monde. Il y a des espèces qui sont disparues depuis ce temps-là, mais il y a un genre de survie pareil, un nouvel équilibre qui s'est créé. Là où c'est dramatique, c'est que ces vers de terre-là, dans le nord, dans la forêt boréale, ils commencent à s'installer. Ils avancent à peu près 1 kilomètre par année. Ah, ouais. Ouais. Ça fait quoi? Mais tu déplaces le microphone, puis il modifie tout le sol. L'humus qui est là, il n'est plus pareil parce qu'il ne digère pas les matières premières de la même façon que le microphone le faisait. Leur caca qu'ils vont faire, le sous-produit, là, c'est pas ça n'a pas les mêmes qualités nutritives pour les plantes que ce que le microphone produisait avant. OK. Mais tu vois, à partir du moment où tu vas fragmenter, ben là, tu viens de fragiliser tout l'écosystème, c'est sûr. Officiel. Puis en plus, il y a une affaire de connectivité aussi. OK. Mais tu vois, c'est toutes des affaires que tu sais, même moi, j'y pensais pas. Que je pense, je me sens quand même proche de la cause, sauvegarder, environnementale, tout ça, puis protection. Mais des fois, c'est comme des petites affaires que je savais pas, que je fais, ça. Des fois, on y réfléchit pas, en fait. T'sais. On apprend tellement. On apprend tellement dans la nature. Les scientifiques apprennent tous les jours ce qui se passe dans la nature, qu'on parlait du sol puis de la microfaune. On commence à peine à connaître ça, là, tous les champignons microscopiques, là, ce qui font leur utilité, plus le reste de tout ça. Là. C'est la vie dans le sol qui commence à être importante, c'est la base. Il n'y a rien qui pousse. C'est pas du blé d'Inde qu'on peut faire pousser dans n'importe quoi, juste à y rajouter des nutriments chimiques, puis ça va pousser pareil. Là. Ouais, c'est mais ça a des limites, ça. Une forêt, ça marche pas comme ça. Là. Puis des écosystèmes riches, c'est comme ça. Non. C'est la richesse, on découvre. On découvre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. C'est vraiment là. Puis on en apprend tous les jours, puis on s'émerveille parce que c'est magnifique aussi. Oui, mais c'est ça. Puis
Tu sais, je parlais d'un oiseau rare tantôt, le piranga écarlate. Un oiseau d'un rouge éclatant. Là. Tu vois ça, là, tu dis, Patlac, qu'est-ce que c'est ça? Il est-tu électrique, cette affaire-là? Puis c'est en forêt, là. Puis lui, ça il prend, il vit au cœur d'une forêt tranquille. C'est tout. Voilà. Pas d'autres oiseaux. Disons, il y a ça ici. Ben oui, on a ça, c'est sûr. Ah ouais. D'ailleurs, on a presque tout, nous autres, là. Ouais, ben c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de... C'est pour ça qu'il faut préserver ça. Puis à partir du moment où le projet de règlement va en scraper quelque chose comme 40 à 70 %, il va rester juste une petite bande dans le milieu, ben c'est plus la même chose. Là. Non, il va rester pas grand-chose, puis ce pas grand-chose-là va se dégrader d'année en année parce qu'on a enlevé des éléments essentiels à sa résilience, à son autofertilité, puis tout ça. Ah, puis c'est des... Puis si on prend le débat et on le met au niveau planétaire, justement, ce matin, on a reçu là, une communication de M. Hubert Reeves, là. OK. On l'a mis au courant de ce qui se passait encore, parce que lui, il connaît cette forêt-là. Quand il était petit, il allait jouer là. Ouais, ben, il habitait à Léry dans le temps. C'était un chalet où il habitait là. C'était leur maison d'été. Fait qu'ils passaient tous les étés à Léry. Fait que c'était leur terrain de jeu, cette forêt-là. Fait qu'il nous suit le dossier. Fait qu'il nous a encore envoyé une communication. Là, puis lui, il ramène toujours au niveau planétaire. Tu sais. Au niveau planétaire, c'est vrai que les espèces disparaissent à une vitesse exponentielle. Ouais. Là. Les espèces de toutes, les espèces floristiques, les espèces des insectes, les espèces d'oiseaux. On pense juste à tous les oiseaux insectivores. Là. C'est entre 50 et 90 % des espèces. Non. Toutes les espèces insectivores, là, c'est entre 50 puis 70 puis 90 % de leur population, du nombre d'oiseaux là, qui est disparu. Ils ne sont plus là. Dans les dernières années. Les hirondelles, pour près des grandes hirondelles noires, là, t'en vois presque plus. Parce qu'il en reste presque plus. Il n'y a plus d'insectes. Ouais. T'sais, à partir du moment où tu traverses tous les États-Unis puis le sud du Québec, là, tu viens de traverser un océan de maïs Roundup Ready. Il n'y a pas un insecte là-dedans. Il n'y en a pas. Non, c'est ça. Les autres n'en veulent pas d'insectes. Il n'y a rien à bouffer pendant tout ce millage-là. Puis le peu d'insectes qu'il y a, comme des abeilles, puis tout ça, que les gens achètent, ils refont des nouvelles ruches, ils rebâtissent des nouvelles populations d'abeilles. Puis au bout d'un an, ils meurent parce que à cause des néocotinoïdes, des pesticides qu'ils utilisent. Fait que ça se reflète. T'enlèves un morceau de la biodiversité, c'est-à-dire l'insecte, ben, c'est les oiseaux. Puis ces oiseaux-là, ben, ils ont un job aussi à faire, là. T'sais, les oiseaux, en forêt, là, eux autres, ils bouffent des petits fruits. Après ça, des petits fruits contiennent des graines, ils prennent des graines puis ils disséminent partout. Fait que comme ça, cette plante-là va pouvoir se reproduire puis se recoloniser tout le temps. Ces oiseaux-là, quand ils sont insectivores, ils vont manger le surplus de ces insectes-là. Fait qu'ils maintiennent une espèce d'équilibre. À partir du moment où tu n'as plus ces oiseaux-là, ben, ces insectes-là, ben, ils n'ont plus de prédateurs. Fait qu'ils vont être en surnombre. S'ils sont en surnombre, ben, eux autres, ce qu'ils bouffaient, c'était des insectes végétariens. Fait que les végétaux qu'ils bouffaient, ben, ils vont te les bouffer au complet. Fait que là, on va enlever encore un autre morceau. C'est ça. C'est ça, un écosystème, c'est fragile. Tout se tient, tout est relié, tout le monde travaille pour tout le monde, il y a des liens entre chaque. Là. Mais à partir du moment où tu enlèves des morceaux, à un moment donné, tu le fragilises, puis à un moment donné, il va s'effondrer. Moi, ça me fâche énormément. Tous les jours, que l'environnement n'est pas plus en avant que ça. On en parle énormément, mais que c'est tout le temps l'argent qui parle. Les bottines ne suivent pas les babines. Ouais, c'est ça. Ben, il y a beaucoup de green washing, de green marketing. Là, on l'utilise. On est vert, mais c'est pas vraiment parler d'environnement et de protection de milieu. Puis, on s'entend, là, on vit une grosse pandémie, mais tout découle de l'environnement. On a massacré plein d'espaces que là, ce qui fait qu'on a des contacts avec des animaux, dans des places, c'est ça. Puis on est de plus en plus à risque, justement, des nouveaux virus, des nouvelles affaires. La mondialisation, ben oui, c'est ça. Oui, fait que c'est ça qui est extrêmement fâchant. Puis de faire comme, OK, là, on vit une pandémie, mais il faut continuer à... faut pas lâcher, là. Parce que quand tu vois des petites Greta Thunberg se tenir debout puis dire, hey, wow, je suis fâché, là, ben, lâche pas ma grande. Ouais. Nous autres, c'est pas vrai. Moi, je vais avoir 70 ans. Là, je connaîtrais pas le pays, mais toi, qui es plus jeune, tu vas commencer à trouver ça moins drôle dans 20 ans d'ici. Puis les gens, puis tes enfants, ben, eux autres, je sais pas ce qui va se passer. Ouais, c'est ça. Non, je sais. C'est déjà, on commence à vivre l'emballement du climat. Là. Ben oui.
On vient de passer une semaine, 16 jours à température au-dessus de 20 degrés. Voyons. Là. En novembre. En novembre. Ouais. La semaine d'avant, il faisait comme moins 5. Il y avait de la neige. Il y avait de la neige. C'est ça qui est fou, c'est les espèces de changements rapides d'une semaine à l'autre dans le climat qui était juste comme, oh, OK. C'est ça, c'est l'emballement. Tu sais, l'emballement, c'est quand ça s'emballe, tu n'as plus de contrôle. Là. Dans le temps, quand on était petit, moi, je suis plus vieux, on parlait de la loi high grade. Là. Okay. Plus le monde en mange parce qu'elles sont plus fraîches. Elles sont plus fraîches parce que plus le monde en mange. Tu sais, en science, ça, c'est la boucle de rétroaction positive. Ouais. C'est ça s'emballe. Plus ça avance, plus il y en a, plus le monde en mange, plus elles sont fraîches, plus le monde en mange. C'est ça. Puis le climat, on s'enligne ça, sauf qu'à un moment donné, il y a des seuils qu'il ne faut pas dépasser. Oui, c'est ça. Ça devient complexe. Mais je me demandais, en fait, parce qu'on s'est croisés à plein de reprises pour des émissions, mais on parlait beaucoup de la forêt, puis souvent, j'avais pas le temps de te jaser. Puis souvent, le but ici, c'est j'ai envie de jaser aux gens, mais ça a commencé comment, en fait, ton amour, tu sais, justement, ton intérêt pour la nature, puis le... C'est une histoire classique, là. C'est quand j'étais petit. Ouais. Quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'aller dans un camp de vacances. On appelait ça dans le temps une colonie de vacances. Les colonies, ouais. C'était pas un camp de tu pars une semaine, là. Nos parents nous dompaient là à Saint-Jean-Baptiste, puis venaient nous chercher à la fête du travail. Puis sais-tu quoi? On voulait pas revenir. Non. Parce que j'étais chanceux, on était à Tewksbury. OK. Juste au sud du parc des Laurentides. Ouais. Juste collé sur la rivière Jacques-Cartier. Okay. On avait un lac, puis des rivières, puis des ruisseaux, puis des frères, qu'ils n'étaient pas aux petits gars, eux autres là, ils étaient là pour nous montrer c'était quoi la beauté de toute cette nature-là. On avait des sorties d'entomologie. Okay. Le soir après souper, bon, les boys, on s'en va en pêche. Tout le monde partait avec un petit bout de ligne, un hameçon puis dans une poche, les verres dans l'autre poche. On pognait ruisseau, puis on montait ruisseau. On se cassait un bout de branche, puis on pêchait de la petite truite dans les trous. On redescendait, il y avait un feu qui était prêt. Puis on s'assoit un petit couteau là-dedans, on met ça dans le beurre. On faisait coup, on se mangeait une coupe de truite, puis on allait se coucher. Comme ça, tous les étés, pendant 6 étés. Ça, c'est le fun comme été, là. C'est le paradis pour un kid, ça. Ça n'existe plus, ça. Je m'en dirais que je n'entends pas parler de trucs. Moi aussi, c'est trop cher aujourd'hui, peut-être. Je sais pas, là. Je sais pas. C'est sûr que tu disais que c'est les frères qui chapeautaient ça. Fait que j'imagine qu'il y avait une manière subventionné, de c'était moins chérant, mais... mais quand même, si c'était... j'avoue que ça... Fait que déjà là, après ça, les scouts, puis après ça... Fait que là, ça m'a donné le goût. Moi, je suis pas un gars de sport, d'équipe, le hockey. J'ai pas le frame pour jouer au hockey. Je me suis fait défoncer la première fois. Je suis embarqué sur la glace. J'ai pas aimé ça pantoute. Le football, on n'y pense pas pantoute. Tu sais, 5 pieds 11, 135 livres là, dans le temps. Là. Il n'y avait pas le soccer. Il n'y avait pas ça. Non, il n'y avait pas de soccer. Peut-être j'aurais aimé ça. Le soccer. Il n'y avait pas ça dans le temps. C'était pas ça. Il y avait du baseball. Le baseball l'était, Ça, c'était plate, ça. Voyons donc. Le baseball, attends. Moi, j'aimais ça. Non, mais j'aimais pas ça du tout. Moi, premièrement, j'avais pas d'intérêt pour le jeu, fait qu'il te place dans le fond du champ. C'est ça. Je checkais les petits insectes à terre, moi, là. Je regardais pas la balle qui s'en venait. Quand la balle s'en venait, elle passait tout droit. Tu le comptes! C'est ça. En baseball, le fun, c'est tu le bancs puis jaser. Oui, le social. Le social. C'est ça qui est le fun du baseball. T'as le temps de jaser. Ça a été plus la raquette, le ski de fond, les randonnées en forêt, le canot, le kayak, puis tout ça. Fait que t'es toujours en nature. OK. Puis à un moment donné, t'apprends que la forêt que tu fréquentes, ben là, tu te dis, il y a quelqu'un qui veut raser ça. Comment ça appartient pas déjà à l'État? C'est pas déjà protégé? Là, tu commences à fouiller le dossier, tu te dis, ben non, c'est pas protégé. Puis là, tu commences à découvrir l'histoire un peu. Tu te dis, ben, il faut que quelqu'un s'en occupe, là. Qui? Fait qu'on s'est ramassé une gang de chums, puis on a créé SOS Fernand Séguin, c'est ça. C'est ça. Mais... Depuis ce temps-là, il y a des amis, je suis pas tout seul là-dedans. Là. Non, c'est ça. On s'en gueule, celui qui va en avant. Vas-y, mon gars, on est derrière toi. Là, mais t'es reconnu pour celui qui aime ça, assister à MRC, au truc. T'es comme devenu un peu le... Je veux pas dire que j'aime ça, assister. Non, mais je dis pas que t'aimes ça, mais je veux dire dans le sens que t'es là puis que t'as comme appris le jargon, comme on parlait tantôt. Comme... ça fait preuve de discipline. Il faut être là à chaque fois. Ça fait 12 ans que je vais à toutes les séances, ou presque, en tout cas. Je dirais au moins 95% des séances de la MRC. OK. Les séances municipales, puis beaucoup celles de l'IRI aussi. Ouais. Plus de l'IRI. Quand même. Fait que ça ça fait juste 3 soirs par mois. C'est pas super. Mais il y a beaucoup de documents à lire aussi. Quelqu'un qui suit le hockey, là, est plus occupé que ça. Là. C'est vrai.
C'est vrai. Puis il y a moins de joueurs qu'au hockey. Il y a moins d'équipes. Oui, mais si on peut amener une bière, peut-être que... Oui, l'atmosphère est différente. J'avoue que le hockey, c'est plus intéressant qu'un match. Le match, toi, à la MRC, là. Bon, mais le règlement de mettons, toute la partie des avis de conformité, là, du point 1 au point 14, adopté en bloc, proposé par, puis par, c'est beau. Des fois, ça dure 5 minutes, la séance du conseil. Ah ouais. Oui. Puis des fois, je suis tout seul dans la salle où on est 2. sur 190 000 citoyens. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, déjà, c'est comme on dirait, tu sais, le palier municipal, déjà, il y a du monde, mais c'est pas... c'est plate, là, aussi. C'est plate, puis là, tu vas comme un autre palier. Écoute, là, c'est comme... ça dilue les gens qui veulent y aller. C'est l'adoption du projet de règlement P01Z... Non. P1Z... Non. P1Z3001-54-20. C'est là qu'on vient d'adopter un projet de règlement pour la création d'un quartier de 300 unités de logement. Ah. Ils n'ont pas expliqué, là. Non. Pourtant, on est en 2020, là. Ils pourraient mettre l'image, le plan du quartier. Ils pourraient mettre toutes les grilles des usages. Ils pourraient tout mettre ça sur écran, là. Certaines villes le font. À Saint-Bruno, ils font ça. Oui, OK. La copie de la résolution, le texte intégral, que les gens voient le texte. Nous autres, on ne voit même pas le texte de la résolution. On voit juste le titre. Là. L'adoption du projet de règlement. Puis machin, là, c'est tout. C'est tout. Wow. Puis après ça, l'image. Puis après ça, vous voulez en parler? On a de quoi en parler. Là, c'est ça. Ouais. Mais c'est comme fâchant. Puis je comprends que c'est un nouveau règlement, puis c'est tout le temps un nouveau règlement. Là, mais il y a eu plein de consultations à travers les années, puis les gens, puis les mémoires, puis tout le monde dépose, puis tout le monde est comme... On dit toujours la même chose. Non, mais là, vu que c'est un nouveau règlement pour la même affaire, mais en tout cas, c'est pas la même affaire, mais c'est la même affaire. On recommence encore avec une consultation à zéro, publique. Il faut faire une consultation, mais tu fais, mais on l'a fait, là, on a parlé de la forêt. Sauf qu'à la consultation, dans le cas des changements réglementaires à la MRC, tous ces nouveaux projets, l'adoption de ces règlements-là, contrairement à certains règlements des villes, ne sont pas soumis au processus d'approbation référendaire. Autrement dit, ils font une consultation, 12 000 personnes peuvent, qui se prononcent, peuvent à 92 % être d'accord pour dire non. Les élus qui sont en avant peuvent dire oui. Ils ont le dernier mot, ils ne sont pas obligés de tenir compte de l'avis des citoyens. OK. Dans les rendus au niveau municipal, si c'est un règlement qui est là pour se conformer au règlement qui a été adopté sans processus référendaire à la MRC, là, il n'y a pas d'approbation référendaire. Comme si la MRC adopte le projet de règlement PR 215, les villes sont obligées d'adopter ce règlement-là, puis ils vont faire une consultation publique, mais les élus ne sont pas obligés de tenir compte de ce qu'on va dire. Fait qu'on va encore soumettre des opinions, écrire encore un nouveau mémoire, déposer un nouveau mémoire, défendre le nouveau mémoire, et puis prendre ça, mettre ça sur la tablette, puis merci, bonsoir. Je sais pas, ça fait là, j'achève la rédaction du mémoire qu'on va déposer en fin de semaine, là, parce que quand même, il y a une vingtaine d'annexes, plus des tableaux, puis il y a une quarantaine de pages de texte à chaque fois. Entre autres, là-dedans, tout l'aspect de la fragilité des impacts sur les écosystèmes est expliqué là-dedans. Yeah. Et chercher des notions de science là-dedans, des références, des citations, des exemples. Puis j'espère que quelqu'un, au moins une personne, va le lire. C'est ça. Depuis qu'on en dépose, on a déposé aux villes, on a déposé au MRC, on a déposé à la CMM. À ma connaissance, il y a juste à la CMM qui l'ont lu. Ah ouais. Puis d'ailleurs, dans le cadre, parce qu'ils ont pris des extraits de notre mémoire pour le mettre dans leur cadre de référence. Là. OK. C'est ça. Ouais, c'est déjà ça de gagner, mais c'est fâchant d'être toujours recommencé. De recommencer, de mettre des heures. Tu sais, est-ce que ça t'épuise avec le temps? Ou... c'est ce qu'ils espèrent peut-être qu'on s'épuise. Mais non! Mais non! À date, ça va. De toute façon, c'est juste, ce qui est plus difficile, c'est pas tellement le niveau d'énergie. C'est de ne pas perdre patience. Ouais, de garder... Garder son calme, rester poli. C'est ça le plus difficile. C'est là que tu gruges de l'énergie inutile là, à l'intérieur. Mais là, tu peux aller te promener dans le bois, en forêt, faire dans ses gains, respirer un peu. C'est ce que je fais régulièrement. Effectivement, c'est ça, tu as compris. Si je suis allé encore la semaine passée, puis la semaine d'avant, j'essaie d'y aller. C'est pour ça qu'on fait ça. Là. Ah oui, puis en plus aussi,
t'es un gars de nature, t'es un gars en forêt. Là. Ouais. Tu t'arrives, tu débarques, tu pars de la ville, tu fais 3 heures de char, t'arrives dans la vraie nature. Là, ouais. Le bruit, c'est pas pareil. C'est les oiseaux. Ouais. T'entends le vent dans les feuilles, ouais. ou dans les aiguilles de pin ou quelque chose. Tu dis, hey, yes, sir. Puis là, tu respires. Pas, c'est pas pareil. Ouais, hey, la respiration, elle s'en va jusqu'au fond des poumons. Là. Ouais. C'est vraiment pas pareil. Non, tout ralentit, tout fait... Puis, ça encore là, on parlait de la science qui commence à peine à découvrir tous les bienfaits de ça. Bon, mais il y a des phéromones, il y a des gaz, il y a des ci, il y a des ça. Ouais, puis ça a des effets sur la santé, ça a des effets sur notre comportement. Il y avait de quoi qui avait sorti là, une couple d'années, là, comme si on passait X temps. C'était pas si long aller marcher en forêt que... oui. Ça commence à être de plus en plus documenté. Ils ont beaucoup documenté aussi le degré de la vitesse de guérison des malades. Un malade qui a une vue sur de la verdure, il n'y a même pas dans la forêt, là. Il a vu sur de la verdure va guérir plus vite qu'un malade qui a vu sur un mur de briques. Ou le parking. Ou un parking. À moins qu'il soit vraiment amateur de char. Hey boy! Ça, c'était une belle. Ça, c'était une belle. Ça, c'est la corvette. Ouais, ça, lui, il est chanceux. mais tu sais, quand on regarde, là, justement, là, on est en pandémie, puis Héritage Saint-Bernard, il a fait des week-ends de records d'achalandage, tu sais, parce qu'il nous reste juste ça. J'ai des amis la semaine passée qui voulaient absolument aller, ils ne voulaient pas aller à Fernand-Séguin ou à l'île Saint-Bernard parce qu'il y avait trop de monde, là. Il est allé les jours avant. Là, c'est bon, ben là, on va appeler à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, non, on ne prend plus personne. C'est plein. C'est plein partout. Saint-Bruno, même si tu avais ta passe de saison, déjà, il n'y avait déjà plus de place, c'était complet pour la journée. Même chose aux îles de Boucherville. Il n'y avait plus de place. Il n'y en a pas. On est en pénurie d'espace naturel. Ben oui, parce que là, on arrive c'est pas mal la seule chose qu'on peut faire. Aller se promener dehors. Ouais. Non, mais avant ça, quand on était petit, on avait un bois proche, on pouvait aller là. Oui. Puis c'était correct, là. Ben, il ne reste plus de bois dans la MRC de Roussillon. Il reste entre 6 et 7 % de couverts forestiers. Ouais. Fait que de vraies forêts, il reste à peu près 5 là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est rien. Puis là-dessus, de 5 il y en a qui n'est pas accessible parce que l'autre bout de forêt, il est dans une terre agricole, à l'autre bout, à la prairie, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est presque juste nous autres qu'on l'a, là. Ouais. C'est parce que la récré au parc Sainte-Catherine, c'est pas de ta femme à faire, mais tu sais. Ouais, c'était déjà un milieu naturel, mais ça n'a pas la richesse. Ça n'a pas la richesse de l'autre bord, mais au moins. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas le 10e de ça. Non, ça, c'est sûr. C'est de la nature qui a repoussé sur du remblai de roche, là. Ouais, c'est ça. De la voie maritime. Ouais. Mais, c'est quand même bien, là. Les gens se garochent là pareil parce qu'ils ont juste ça. C'est ça que je voulais dire. C'est que, dans le fond, tu as comme. Sinon, c'est des parkings de magasins. Ou tu as l'île Saint-Bernard, Fernand-Séguin. C'est ça. On rencontre en ski de fond l'hiver. Vous venez d'où? De Valleyfield, de Beauharnois, de Saint-Constant, de la Prairie, de Brassard, de Ville-la-Salle. C'est ça. Ah oui, mais c'est ça. On est en déficit de milieu naturel. Puis en plus, tu sais, nos élus, ils ont toujours la vision économique, développement économique. L'infrastructure économique la plus importante qui lui coûterait le moins cher, ça serait de préserver tout ça. Oui. Puis en plus, c'est auto-fertile, même pas besoin de t'en occuper. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. T'as pas besoin d'envoyer de couper de gazon, t'as pas besoin d'être... C'est fou de dire comme tu peux t'acheter une maison, tu sais, mettons, j'achète à Châteauguay, pas nécessairement dans le nouveau quartier coupe, mais dans l'idée que t'es proche de ça, tu sais. Ben, le meilleur exemple, c'est Saint-Bruno. Ouais. À la ville de Saint-Bruno, ils ont le parc du Mont-Saint-Bruno. Ils sont chanceux. Dans les années 70, c'est pas vieux, là. Début des années 80, le parc du Mont-Saint-Bruno. Quelqu'un de génial au gouvernement qui a dit, bon, mais on va préserver ça, cette montagne-là. Fait que c'est là qu'il y a aujourd'hui 1 million de visiteurs. Puis il y en aurait beaucoup plus s'il y avait plus de place, là. Ouais. Mais c'est limité à 1 million, puis ça inclut pas le centre de ski privé, là. C'est juste le parc. Ouais. Puis le ski de fond pour la promenade, c'est tout. C'est 1 million de visiteurs. Sauf que si tu regardes les annonces immobilières de Saint-Bruno, toutes les maisons, là, ils n'annoncent pas qu'ils viennent de rénover la cuisine. Là. La première chose qu'ils disent, c'est à 2 pas du parc. Ouais. C'est l'avantage. Oui, c'est un avantage. Bungalow pour bungalow, mais le bungalow à Saint-Bruno, pareil comme celui de Châteauguay, là, vaut 30 à 40 fois plus cher là-bas. Ouais. Parce qu'il est à proximité du parc. Mais c'est ça. Puis les services municipaux ne coûtent pas plus cher. Là. Ben non. Non, c'est ça. Les autres. Écoute, le temps a filé. Déjà? Ah oui, on a fait 59 minutes. Écoute, c'était super le fun.
Oui. Il va falloir arrêter là, puis je te réinviterai en jasera. Après, quand ils auront retiré le projet de règlement. Ouais. On célébrera. Puis que le gouvernement annoncera qu'ils vont participer à la création d'un grand parc provincial. Ça, c'est le rêve. Parc régional. Ça, c'est le rêve. Oui. Bien, M. Turcotte, merci beaucoup. Puis, lâche pas. Merci, M. Legault.